Très bien, merci Reda. Alors effectivement, avant de détailler la solution, il est bien de se poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Euh, la raison principale, c'est l'utilisateur. Aujourd'hui, tout le monde a chez soi un téléphone, un smartphone, et a pris l'habitude de facilement accéder à de l'information, de facilement accéder à un contenu, à des applications, à pouvoir commander un taxi juste en cliquant sur une touche sur un téléphone. C'est quand même quelque chose de très appréciable. Et cette nouvelle manière d'interagir avec les fonctions numériques ont posé certaines questions, notamment dans les entreprises, à savoir que l'utilisateur aujourd'hui ne conçoit pas de ne pas pouvoir faire la même chose en entreprise. J'ai mon téléphone, j'ai accès à toutes les informations de manière simple. Pourquoi est-ce que quand je suis dans l'entreprise, je dois me retrouver avec mon vieux PC sur lequel je dois m'authentifier, accès des informations qui sont sur un réseau sécurisé, accès des applications qui sont verrouillées. Et quand je sors de l'entreprise, je ne peux plus accéder à ces informations ou alors j'y accède de manière assez compliquée. Je dois monter un VPN, je dois m'authentifier. Certaines informations sont accessibles. Par contre, j'ai besoin d'accéder à d'autres informations. Je dois utiliser un autre vecteur, un autre canal pour y arriver. Bref, c'est compliqué. Et pour répondre à ces attentes, parce que bien évidemment, si on n'y répond pas, un des éléments importants, c'est euh, la perte des collaborateurs. On constate aujourd'hui, hein, ça c'est vrai sur le marché mondial de l'emploi, mais ça devient de plus en plus vrai en France. On constate que un employé, quand il arrive, au-delà du salaire et de la qualité de vie dans l'entreprise, un des éléments qu'il regarde en priorité, c'est les outils qui sont mis à disposition et sa capacité à pouvoir travailler de manière simple et efficace. Donc la productivité est au cœur des intérêts des nouveaux employés. S'ils ne retrouvent pas cette qualité de travail, il y a de fortes chances qu'ils s'en aillent. Et du coup, ça a un impact direct sur le business. Donc, ouvrir le data center ou en tout cas les données de l'entreprise vers l'extérieur, ça peut poser quelques problèmes. Tout simplement puisque à partir du moment où on met à disposition ces informations sur le périphérique de l'utilisateur, qui est pas forcément dans les locaux, qui n'utilise pas forcément le périphérique fourni par l'entreprise, qui utilise des applications diverses et variées, on va vite s'apercevoir qu'on a des trous dans la raquette en termes de sécurité. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, on met en place des solutions de sécurité dites périmétriques, donc qui est liée au data center. Donc on ne peut pas rentrer dans le data center à partir du moment où l'administrateur ne l'a pas autorisé. En revanche, quand on veut ouvrir vers l'extérieur, là, ça devient vite problématique parce qu'on a des silos de sécurité qui engendrent de la complexité en termes d'administration, mais aussi en termes d'utilisation. Ça se traduit souvent par, comme je disais tout à l'heure, j'ai plusieurs moyens d'accès en fonction de la donnée ou de l'application à laquelle je veux accéder, ce qui va engendrer des petits problèmes pour l'utilisateur. Il va se tromper de mot de passe. Un coup, j'utilise mon compte AD, un coup, je vais utiliser un compte applicatif qui n'est pas le même, qui n'a pas le même mot de passe, sauf que moi, je ne me souviens plus. Et ben, là, j'ai pas mal de problèmes d'accès. Je lance mon application. Ah, mais oui, j'ai oublié de monter le VPN. C'est un autre problème qu'on rencontre fréquemment. Et du coup, le support, quand on fait un 5 des incidents support, le premier, bah, c'est les problèmes de mot de passe. Ensuite, il y a d'autres problèmes où mon application ne marche pas. C'est un, c'est un problème assez vague, mais on s'aperçoit souvent que c'est lié au mécanisme d'accès qui n'est pas forcément connu des utilisateurs. Donc ça, c'est un premier point, un premier frein à cette adoption. Le deuxième, c'est pour le service informatique. Apporter de nouveaux périphériques et de nouveaux usages dans l'entreprise, c'est apporter de la complexité. Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que on a un savoir-faire autour de Windows qui date de plusieurs années. On a toujours travaillé sous Windows, on a toujours mis en place des solutions d'administration et d'exploitation des postes de travail Windows depuis les versions NT jusqu'à aujourd'hui en Windows 10. Et du coup, nos équipes sont formées et compétentes sur le sujet. Par contre, quand on va apporter des nouvelles fonctionnalités, donc
une nouvelle manière de gérer la mobilité, on n'a pas forcément ces compétences. Et logiquement, ça se fait assez naturellement dans les entreprises, on va venir dédier des équipes techniques à cet effet. Et du coup, les équipes qui gèrent les postes traditionnels Windows et les équipes qui gèrent cette nouvelle ère, la mobilité, ce ne sont pas forcément les mêmes équipes, ou en tout cas, si ce sont les mêmes équipes, ce sont des compétences différentes qu'il va falloir acquérir, parce que ce n'est pas la même console, parce que ce n'est pas la même manière de penser, parce que ce n'est pas la même manière de faire. Et à cela va s'ajouter la partie accès aux applications SaaS. Cette capacité à venir consommer du service dans le cloud sans forcément mettre en place des solutions au sein de l'entreprise. Et soit c'est fait à l'initiative de l'IT, dans ce cas-là, c'est quelque chose de cadré, mesuré et déterminé, soit ça se fait à l'initiative des métiers. Moi, j'ai besoin d'un service, soit vous me le fournissez, c'est un petit peu une tendance où c'est plus l'IT qui propose, mais c'est les métiers qui décident. Et si je n'ai pas ce service que je vous demande, bah dans ce cas-là, je vais aller me servir moi-même. Et ce je vais me servir moi-même peut faire très très mal parce que c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Euh, on ne maîtrise pas forcément tout ce qui est fait derrière. Donc le cloud, c'est quelque chose de formidable qui apporte beaucoup de choses, mais si ce n'est pas maîtrisé, ça peut vite devenir dangereux. Donc, si je résume un petit peu la situation, on a un gap entre ce qui est en droit d'attendre l'utilisateur aujourd'hui et ce que l'IT souhaite maîtriser et mettre à disposition des utilisateurs. Le gap, on l'a vu, hein, il est essentiellement technologique et aussi dans les mentalités. On voit que ça commence à changer de plus en plus. Comme je disais, ce ne sont plus forcément les équipes IT qui imposent les manières de faire, mais plutôt l'inverse. Ce qu'on appelle la consumérisation de l'informatique, notamment chez soi, a provoqué ce changement d'attitude. Et donc, comment on fait pour combler ce gap, cet écart entre ce qu'on est en droit d'attendre et ce qu'on nous fournit? La première chose, c'est de casser les silos. Donc, je disais tout à l'heure, on a des silos pour administrer les solutions parce que pour du Windows, typiquement, on va faire appel à du SSM, du LANDESK. Pour la partie mobilité, on va faire appel à des solutions d'EMM, de management de Mobile Device Management, donc la gestion des périphériques mobiles, sur lequel on va mettre une couche de MAM, jusqu'à fournir une gestion d'entreprise de la mobilité. Et enfin, on a les portails SaaS pour l'accès aux applications SaaS. Donc là, nous, ce qu'on va proposer avec Workspace ONE UEM, c'est d'unifier l'administration aussi bien des périphériques que des applications auxquelles vont accéder les utilisateurs depuis un point central d'administration. Cette solution, c'est Workspace ONE. Et notre objectif va être de concilier les besoins de l'IT et les attentes des utilisateurs. Donc là, vous voyez en français, j'aime pas trop ces termes, ça a été un peu traduit. Le message à garder en tête, c'est Consumer Simple, Enterprise Secure. Donc là, on a pour vocation de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux ressources de l'entreprise. Et à l'inverse, les entreprises peuvent, de manière sereine, mettre à disposition les informations sur les terminaux des utilisateurs. Donc, la solution Workspace ONE est constituée de deux briques principales. La première, c'est Workspace ONE UEM qui va gérer les périphériques Windows, les périphériques mobiles iOS, Android, les macOS et tous les périphériques qu'on appelle Rock Device ou en français terminaux tout-terrain depuis une seule et unique console. Et on va pouvoir également, à partir de cette console, gérer toutes les applications natives associées à chacune de ces plateformes. Le deuxième point, ça va être la fonction d'identité ou VIDM chez nous, qui va permettre de vérifier l'utilisateur lorsqu'il va accéder à des ressources. Donc, je vais vérifier la position dans laquelle il se trouve, je vais vérifier son compte et son mot de passe, je vais pouvoir choisir les méthodes d'authentification et une fois que l'utilisateur a remonté
je vais lui autoriser à accéder aux différentes ressources de l'entreprise. Donc, comme on disait en introduction, le focus principal, c'est l'expérience utilisateur. La première chose, c'est de permettre à l'utilisateur productif de pouvoir lui apporter tous les outils lui permettant de travailler de manière simple et sécurisée. La première brique la plus importante, c'est le Intelligent Hub. Le Intelligent Hub, c'est une fonction qui va permettre d'enrôler le périphérique, donc de le reconnaître vis-à-vis de la console d'administration, et ça va aussi faire office de catalogue unifié à partir duquel l'utilisateur va retrouver toutes les ressources auxquelles il a accès. Donc, ce catalogue unifié va permettre de centraliser l'accès à toutes les ressources, mais il va aussi permettre à l'utilisateur de ne pas avoir à s'authentifier. On va utiliser des fonctions de SSO en s'appuyant sur du SAML ou d'autres mécanismes d'authentification, de manière à ce que la communication soit sécurisée, mais qu'il n'y ait pas d'intervention de l'utilisateur. Ça évite d'engendrer les problèmes de mot de passe et les appels au support associés. Et à côté de ça, on a différents outils de productivité pour gérer la messagerie, gérer les accès à Internet et gérer l'accès au contenu. Avec ces fonctionnalités, puisque c'est nous qui les fournissons et les poussons sur le périphérique, on va être capable de définir des règles de sécurité associées à ces applications et ainsi empêcher ou autoriser le copier-coller entre une pièce jointe qui se trouve dans le mail et le navigateur qui va être associé à l'URL qui est fournie dans ce mail. Ou, je disais la pièce jointe, autoriser ou pas l'enregistrement de cette pièce jointe dans un contenu sécurisé. Donc ça, c'est vraiment lié à l'utilisateur et sa capacité d'interagir avec son périphérique de manière simple et encore une fois sécurisée. Autre élément qui est important, ça va être de pouvoir interagir rapidement avec les différents outils qu'on a à disposition, notamment cette capacité à valider depuis un mail une demande, quelle qu'elle soit, donc ce qu'on appelle les workflows. Ça peut concerner une demande de voyage, ça peut concerner une demande de congé ou le traitement d'un incident pour la demande d'un nouveau périphérique, d'une souris ou d'une batterie, que sais-je. Donc cette capacité à permettre, à partir d'un bouton sur le mail, de valider et d'approuver la demande sans avoir besoin de se connecter à l'outil, ce qu'on appelle en back-end, donc l'outil qui se trouve en interne, devoir se connecter, s'authentifier, valider la demande et recevoir une notification. Là, on fait tout à partir du mail. Et par les API, par les connecteurs, on va être capable de déclencher de manière automatique toutes les validations nécessaires pour approuver les différentes demandes. Donc ça, c'est pareil, c'est un gain de temps considérable, notamment pour les responsables, qui va faciliter les démarches avec les demandes des différents collaborateurs. Autre élément important, je pense que beaucoup de gens sont concernés autour de ce webinaire, c'est la sécurisation d'Office 365. On a tous quasiment accès à cette suite et la problématique, quand on la met sur un périphérique, un terminal, ça va être de deux choses. Toujours pareil, simplifier l'accès à cette ressource et sécuriser l'accès à cette ressource. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va s'intégrer avec la suite Microsoft par deux mécanismes. Le premier, c'est les API Office 365 qui vont permettre de sécuriser les échanges entre la suite Office 365 et le reste du terminal et les applications qui sont sur ce terminal, de manière, comme je disais tout à l'heure, à en prévenir les copier-coller ou à autoriser le téléchargement de pièces jointes, mais uniquement dans OneDrive ou uniquement dans Content Locker. Donc, avoir un contrôle sur ce que peut faire l'utilisateur avec cette suite. L'autre fonctionnalité, ça va être de sécuriser les accès. Nous allons ce qu'on appelle faire de la fédération. Fédération, ça va être de mettre en relation la suite Office 365 qui se trouve dans le cloud avec notre solution Workspace ONE, de manière à ce que toute demande directe à Office
365 pardon, soit refusé et nous soit redirigé. Et puisque nous validons tous les accès, nous allons pouvoir déterminer qui est autorisé ou pas à se connecter et dans quelles conditions il va pouvoir y accéder. Donc là, on est capable de sécuriser depuis l'authentification jusqu'à l'exécution et le traitement des données sur la suite Office 365 et de pouvoir aussi interagir avec cette suite et les différentes applications de productivité qui sont déjà mises à disposition des utilisateurs. Maintenant, si on regarde, donc Office 365, c'est une des applications la plus connue, la plus répandue. Mais si on fait si on regarde un petit peu le panel applicatif disponible pour les utilisateurs, directement mis à disposition par l'entreprise ou à travers des souscriptions à des plateformes SaaS, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a pléthore d'applications et il faut gérer cette mise à disposition. Donc, pour les applications natives, pas de problème. On a les App Store pour ça, donc le Google Play, l'Apple Store ou le Microsoft Store qui permet de mettre à disposition ces applications. Toujours pareil, contrôlées à travers notre console Workspace ONE. Mais quid de toutes les applications qui ont été développées jusqu'à aujourd'hui et qui continuent de l'être les cabinets d'études ont un petit peu grossi et exagéré en disant que les applications Windows allaient disparaître. Ça, c'est vrai. Les applications Win32, vous savez, les installations avec un MSI, avec un .exe, avec un script, avec un zip, avec un installeur quand on dézip le contenu. Ça, ce sont des choses qu'on a toujours fait et qu'on continue de faire et qu'on continuera pendant encore longtemps. Malgré ce que pensent les différents cabinets d'études, ça c'est une vérité et il faut quand même, même si la tendance s'inverse, aujourd'hui on a plutôt tendance à développer des applications qui sont dites, euh, comment on appelle ça, des applications qui s'affranchissent de la plateforme sur laquelle elles s'exécutent. Donc même si c'est la tendance, on a quand même cet historique à prendre en compte et à mettre à disposition. On ne peut pas mettre une solution en place si elle n'est pas capable de s'intégrer avec l'existant qui date de 10, 20 ou 30 ans. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va permettre la mise à disposition des applications Windows natives sur n'importe quel périphérique. On va le faire à travers ce qu'on appelle de la virtualisation d'applications. Donc, avec la solution Horizon, soit on-premise, soit en offre cloud, c'est cette capacité à proposer des applications natives Windows sur n'importe quel périphérique. Donc, du point de vue de l'utilisateur, une fois que l'enrôlement a été fait, donc l'enregistrement du périphérique dans la console a été fait, ça, ce que vous voyez là, c'est le catalogue tel qu'il va être vu par l'utilisateur et ce, quel que soit le périphérique qu'il va utiliser. Donc là, on a l'exemple, c'est si je dis, c'est un iPad, excusez-moi, j'ai un peu de mal à voir, c'est un iPad sur lequel on va avoir le catalogue. Et dessus, on va retrouver des applications natives. Là, on a le petit logo Install. On va retrouver des applications web. Sur le lien, on peut lire Open. Donc, ce sont des applications web sur lesquelles on va s'authentifier de manière silencieuse. Mais on a aussi, et là on peut le voir avec par exemple Access, Microsoft Access 2016, on a la capacité de publier des applications Windows directement sur un iPad. Et ce qui est vrai pour l'iPad est vrai pour n'importe quel autre périphérique iOS, pour n'importe quel macOS ou Android et Chrome OS. Puisqu'on gère tous les périphériques, on est capable de mettre à disposition les applications, quelles qu'elles soient, sur n'importe quel périphérique. Donc, ceci étant dit, comment se construit cette solution? C'est relativement simple. Notre solution a pour vocation, donc, comme je disais, de gérer tous les terminaux, tous les périphériques, tout type de périphérique, avec, en fonction de l'avancée de l'historique du périphérique, des fonctionnalités plus ou moins avancées.
typiquement, les Chrome OS sont de nouvelle génération, donc on intègre au fur et à mesure avec ce que fournit Google les fonctionnalités directement dans notre console, quasiment le lendemain. On a toutes les fonctions mises à disposition directement dans notre console puisqu'on va s'intégrer avec les API de Google. Et ça va être valable pour tout type de périphérique. Donc on gère tous les périphériques, toutes les plateformes. Donc je disais iOS, Android, Windows, Chrome OS et BlackBerry. Et également, on va pouvoir couvrir tous les cas d'usage. Les cas d'usage, on fait référence à alors, excuse-moi, en français, j'ai pas le terme. En anglais, c'est ownership. Donc, c'est cette capacité de définir si c'est l'entreprise qui fournit le périphérique à l'utilisateur. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est un périphérique complètement verrouillé sur lequel on ne peut que travailler, ou est-ce que c'est un périphérique fourni par l'entreprise mais qui permet un usage personnel? Donc, avec un cloisonnement entre la bulle professionnelle et la bulle personnelle. C'est ce qu'on appelle généralement du copé. Et le troisième type, c'est le bring your own. Cette capacité à autoriser l'utilisateur à venir avec son propre périphérique et accéder aux ressources de l'entreprise. Donc ça, on va faire un focus, puisque les fonctions du UM ou Unified Endpoint Management sont plutôt maîtrisées depuis plusieurs années sur les périphériques Android et iOS. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le changement effectué par Microsoft avec la sortie de Windows 10. Pour ceux qui ne le savent pas, Windows 10 est un OS qui a été conçu et pensé pour le modern management avec les fonctions intégrées de MDM, donc Mobile Device Management. Donc Windows 10 a été pensé comme un périphérique, enfin comme un OS mobile. Et ça va permettre de tirer tous les bénéfices associés à cette gestion de la flotte mobile, notamment la capacité à pouvoir mettre à disposition directement les règles de sécurité, les applications, le changement de paramétrage à la volée, ce qu'on appelle over the air. À partir du moment où l'utilisateur a un accès à Internet, il pourra retrouver toutes ces fonctionnalités de manière instantanée. Donc, si on fait la comparaison entre traditionnel et moderne, l'élément important à retenir, c'est qu'on ne fait plus de master. Le masteriser un poste de Windows 10, c'est quelque chose qu'il faut éliminer de votre vocabulaire. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un poste Windows 10 sorti du carton ou OOBE, out of the box, et on va, dès sa sortie, l'enrôler de manière automatique ou laisser à l'initiative de l'utilisateur. Et une fois que ce périphérique est enrôlé, on va venir appliquer tout le paramétrage associé à ce poste, associé à cet utilisateur de manière dynamique et instantanée. Donc, on va réduire la chaîne d'intervention. Tout ce qui est nécessaire pour valoriser un master, on va gagner du temps là-dessus. La fourniture du périphérique, c'est pareil, on va simplifier les choses. Et c'est surtout l'utilisateur, lorsqu'il a en main son périphérique, il est productif dès les 2 premières heures. Ce qui, dans un monde classique, n'est pas forcément évident. Pour l'avoir vécu, je suppose comme beaucoup de gens autour de ce webinaire, généralement on récupère un périphérique, un poste, un laptop, on s'enregistre, on se log, on récupère certaines informations, on a la personne à la proximité qui vient, qui nous aide, qui nous guide un petit peu sur les différentes actions et interactions, et ensuite va se passer certaines tâches qui vont nous pousser les applications, qui vont configurer certains éléments. Après, il va falloir configurer généralement manuellement sa messagerie. Il va falloir pousser un certain nombre d'actions et ça prend beaucoup de temps avant d'être efficace. Sous réserve d'avoir le périphérique le premier jour, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, l'idée, c'est vraiment de réduire et simplifier au maximum la mise à disposition d'un outil de travail lorsqu'on rentre dans l'entreprise. Après,
Au quotidien, c'est aussi puisqu'on va pouvoir, comme je disais, avec les fonctionnalités over the air, tout ce qu'on applique dans la console est immédiatement appliqué sur le poste et pas besoin de se poser la question où est-ce qu'il est le poste, puisque la solution est accessible d'Internet, donc n'importe quelle connectivité permet, encore une fois de manière sécurisée, d'appliquer ces différents correctifs, d'appliquer ces différents paramètres de sécurité. Alors là, un petit focus sur la partie airlift. Donc, on a un historique qui est généralement associé à SCCM, avec lequel on a l'habitude de déployer des postes, déployer des applications, déployer des patchs. Et là, on passe à une méthode dite moderne, qui n'est pas forcément, ou qui n'est même pas du tout la même. Cette approche est vraiment en rupture de ce qui est fait aujourd'hui. Et on a deux possibilités. Soit on vit cette rupture de manière difficile, on passe de l'un à l'autre et c'est généralement douloureux, ou alors on fait ce qu'on appelle une transition. La fonction Airlift est là pour faire cette transition. C'est une console qui va permettre de capitaliser sur ce qui a été fait par SCCM, de le récupérer, de l'analyser et de définir comment ça va être fait à travers Workspace ONE. Typiquement, les applications, quand elles sont déployées par SCCM, cet outil va analyser le contenu applicatif et vérifier si on est en mesure de déployer cette application nativement dans Workspace ONE de manière simple, ou est-ce qu'il va falloir des interventions complémentaires pour que ce soit compatible, ou au contraire, est-ce qu'on ne peut, ou si on ne peut pas du tout installer cette application. Donc, on va avoir des flags comme ça, vert, orange et rouge, qui vont nous dire dans quelle mesure on va être capable de porter les applications. Et pour toutes les applications qui ne vont pas être compatibles, on va faire ce qu'on appelle du co-management. Certaines fonctions complexes de déploiement vont être gérées et continuer à être gérées par SCCM, le temps de passer une nouvelle version, le temps de fournir une nouvelle méthode de déploiement. Et toutes les applications natives et supportées par Workspace ONE seront directement migrées vers notre solution. En plus des applications, cet outil va être capable de faire la migration des GPO, récupérer tout le paramétrage GPO et le transposer en ce qu'on appelle des CSP. Donc, ce sont des paramètres XML qui sont envoyés sur le poste à travers les commandes MDM pour appliquer la configuration telle que le ferait une GPO. Donc, on va être capable comme ça de prendre tous les paramètres, de les traduire et de les injecter sur le poste de travail, de récupérer la même configuration. Également, Mac. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de demandes autour de l'adoption des périphériques Mac. Donc, cette demande doit être traitée et préparée, ce qui signifie qu'on doit être en mesure de fournir exactement les mêmes fonctionnalités que pour le reste des périphériques. Donc, cette capacité à pouvoir faire le déploiement, la configuration, le patch, pousser les applications, bref, gérer le cycle de vie d'un Mac de la même manière qu'on le ferait avec un terminal mobile ou un poste Windows 10, tel que je l'ai décrit précédemment. Donc là, on va pouvoir avoir exactement la même granularité. Pour ceux qui connaissent Mac, la gestion des applications, typiquement, se fait à travers la fonctionnalité Monkey qui était mise à disposition sur GitHub. Donc, on a utilisé cet outil pour pouvoir distribuer les applications de manière simple et efficace et sécurisée à partir de la console. Donc, voilà, je vous ai présenté la partie historique de notre solution Workspace ONE, donc la capacité à gérer les différents terminaux, gérer les applications qui y sont associées et à côté utilisateur, comment pouvoir interagir avec ces différentes applications et y accéder de manière simple et sécurisée. Aujourd'hui, VMware s'oriente vers les fonctionnalités d'automatisation et de data analytics avec Workspace ONE Intelligence. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible aujourd'hui et qui va s'enrichir
au fur et à mesure des versions. C'est quelque chose sur lequel on investit énormément. Workspace ONE Intelligence, c'est cette capacité de récupérer toutes les informations que l'on sait collecter à partir de la console d'administration des périphériques, à partir de la console d'authentification utilisateur, à partir de notre solution d'accès Horizon ou Apptelligence. Donc Apptelligence, c'est un module qui permet de capter la consommation des applications mises à disposition sur les terminaux mobiles. Donc toutes ces informations, on va venir les capturer à travers Workspace ONE Intelligence, les analyser et à partir de cette analyse, donner de la visibilité déjà pour les administrateurs à travers des rapports, à travers des dashboards, voir typiquement le taux d'adoption d'une application, voir la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de cette application, être en capacité de voir les performances associées, s'il y a un problème de performance, il y a une application, s'il y a un dysfonctionnement dans l'application. Ça, c'est le premier pan. On va être aussi capable, pardon, ça n'était pas parti. Donc voilà, avoir une visibilité un peu plus large sur mon environnement, avoir une analyse applicative. Donc là, on va s'appuyer notamment sur les CVS, donc la vulnerability, une base de données accessible sur Internet, référence toutes les failles possibles sur les différentes applications, sur les différents OS. Et on va s'appuyer sur cette base pour valider que les périphériques qui sont gérés sont bien en conformité et ont bien les patchs appliqués pour ne pas compromettre la sécurité. Donc ça va être une prise de décision. J'analyse mon parc et aussitôt que je détecte qu'une faille n'a pas été corrigée, je vais moi-même, à travers cet outil et de manière automatisée, venir corriger de manière préventive l'ensemble des périphériques qui sont concernés par cette faille. Enfin, le dernier élément, c'est cette capacité avec ces informations de prendre des décisions et d'automatiser certaines actions. On va s'interfacer avec quelques partenaires de manière à pouvoir déclencher en back-end des actions. On peut typiquement imaginer un utilisateur qui travaille sur son laptop et qui rencontre sans le savoir une défaillance sur sa batterie. Puisqu'on a un agent qui détecte le statut matériel du périphérique, la défaillance va être enregistrée sur l'agent. L'agent va l'envoyer à notre moteur central. Et en fonction de cet incident, donc cette donnée, le moteur va déterminer une chaîne d'action qui aura été prédéfinie. Et typiquement, si une défaillance matérielle est détectée, l'action qui va être déclenchée derrière, ça va être d'ouvrir un incident sur ServiceNow. De ce fait, aussitôt l'information relevée, on va ouvrir un incident demandant le remplacement du composant défaillant, ici la batterie. Et lorsque l'incident est traité, l'utilisateur va recevoir, sous réserve d'envoi dans quelques jours, cette batterie. Et il ne se sera pas forcément rendu compte qu'il a eu un problème. Donc ça, c'est cette capacité à pouvoir automatiser énormément d'actions qui vont faciliter aussi bien les tâches d'administration que les tâches d'exploitation et aussi l'efficacité des utilisateurs. Donc Workspace ONE, c'est une solution VMware. Bien évidemment, on va s'intégrer avec différents acteurs, ce qu'on appelle le Trust Network, pour permettre cette capacité. Donc, ce que vous voyez comme acteurs, ce sont ce qui va être en input, cette capacité à collecter des informations depuis nos différents partenaires et pouvoir ensuite, à partir de ce Trusted Network, comme je le disais, déclencher des actions automatiques, avoir une meilleure visibilité sur le parc informatique qu'on a en gestion et définir et prévoir les différentes tendances qui vont se décliner. Typiquement, si une application commence à arriver à saturation, avec les différents capteurs que j'ai en place, je vais pouvoir
le voir de manière prédictive et anticiper sa montée en charge et déployer de nouveaux serveurs pour justement préparer cette montée en charge. Donc, voilà pour la présentation. Ce que vous connaissez-vous aujourd'hui de VMware, c'était essentiellement la partie infrastructure ou SDDC, qu'on soit en mode on-premise ou les versions cloud. Et notre vision, c'est bien évidemment de pouvoir, de manière transverse, adresser tous les éléments d'une chaîne applicative. Donc, que ce soit les éléments qui sont dans le data center, avec les couches basses matérielles, logiciels pour gérer et s'affranchir des capacités matérielles, jusqu'au mobile qui va devoir accéder à cette application, et bien évidemment les applications qui se trouvent entre deux. Donc, que ce soit des applications traditionnelles, des applications qui sont containerisées, des applications SaaS. Donc, on va vraiment apporter cette visibilité globale et transverse sur toute la chaîne applicative. Hop là, j'ai un petit... Okay. Parfait, Julien. Tu veux passer à la démo du coup? Oui, alors, j'ai un peu beaucoup parlé. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ce que j'ai préparé, c'est un environnement dans lequel on va venir. Donc là, vous voyez, ça, c'est la console d'administration Workspace ONE UEM. Donc aujourd'hui, si je regarde la liste des périphériques, j'en ai absolument aucun. C'est volontaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enrôler un poste Windows 10 from scratch avec ce qu'on appelle la fonction out of the box. Donc cette capacité à enregistrer un périphérique dès sa sortie du carton sans avoir besoin de masteriser ce poste préalable. Donc là, j'ai démarré la machine, on l'a mis en état sortie de carton. Et là, j'ai mon assistant classique qui me demande quelques informations, notamment le pays et les informations. Voilà. Hop, je vais choisir le clavier français. Et là, ce qui va se passer, là, pardon, j'ai coupé le son parce que moi j'avais le retour, donc là c'était pas très agréable de parler en même temps. Ce qui va se passer, c'est que traditionnellement, on vous laisse la possibilité de choisir si vous voulez créer un compte local et vous enregistrer et vous authentifier avec ce compte, ou si vous voulez utiliser un compte étudiant ou un compte d'entreprise. Là, on a configuré l'expérience out of the box pour que automatiquement, lorsque le périphérique démarre et se connecte à Internet, il soit reconnu et vienne s'enregistrer dans notre console. De ce fait, on n'a pas le choix vis-à-vis de l'utilisateur que de s'enregistrer dans la console d'administration et de s'enrôler, de se voir appliquer les règles définies par l'entreprise. Donc, si vous connaissez un petit peu pour ceux qui ont déjà fait de la mobilité, c'est l'équivalent du programme DEP de chez Apple. Donc, le périphérique sorti d'usine envoie le numéro de série du périphérique à la console d'administration associée, et automatiquement, le périphérique se voit proposer l'enregistrement sur cette console. Aucune autre action ne peut être exécutée tant que je n'ai pas fait cet enrôlement initial. Donc là, je saisis mon adresse mail, mon mot de passe, et si je l'ai pas mal tapé, je vais me connecter. Donc là, je suis en train de me connecter à Azure, concrètement. J'ai une connexion qui est établie à travers Azure. Azure va reconnaître l'utilisateur, c'est ce qui s'est passé en rentrant le compte et le mot de passe. Et en fonction de l'appartenance de l'utilisateur à certains groupes, il va m'orienter vers la solution EMM, donc Enterprise Mobility Management, la solution EMM à laquelle a souscrit l'entreprise. Donc, en l'occurrence, vous voyez ici, c'est VMware Workspace ONE UEM.
Donc, je suis, en tant qu'utilisateur, je me suis authentifié auprès d'Azure et j'ai automatiquement été redirigé vers Workspace ONE UEM. Donc là, il me demande d'accepter les termes d'utilisation. Je n'ai pas forcément. Si je décline, je suis automatiquement renvoyé à la case départ et je dois procéder à l'enrôlement. C'est une manière d'acquiescer que l'utilisateur est en accord avec les règles d'utilisation de l'entreprise. Et là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de participer à l'enrôlement de mon périphérique. J'ai quelques assistants classiques Windows pour finaliser l'installation. Donc là, hop, je vais passer ça. C'est un petit peu long. Et une fois que ça c'est fait, je vais avoir la mire de log Windows qui va me souhaiter la bienvenue, commencer la création de mon profil en local sur le poste. Et je vais pouvoir, d'ici peu, travailler sur ce poste. Hop là. Maintenant, si on regarde, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe du point de vue de l'utilisateur. J'ai entré une adresse mail, j'ai rentré un mot de passe et automatiquement, mon périphérique est enrôlé. Là, dans le cadre de la démo, ça m'a pris 2-3 minutes, mais ce serait tout aussi vrai dans la réalité, puisque ce sont des fonctions simples et intégrées et il n'y a pas de modification particulière à apporter. Donc, pour plus de sécurité, moi j'ai défini à travers la console de saisir un mot de passe pour m'assurer que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être. Et à travers la configuration d'un téléphone et d'un code clé que je vais recevoir dessus, je vais pouvoir valider et certifier que c'est bien moi qui me suis connecté. Donc là, vous ne l'avez pas vu, mais sur mon téléphone, j'ai reçu un code, voilà, qui permet de confirmer que c'est bien moi qui m'enrôle. Et avec les nouvelles fonctionnalités Windows Hello, puisque je n'ai pas saisi de compte utilisateur local ni de mot de passe, il me demande de rentrer un code PIN. Donc ce code PIN doit être de 6 caractères minimum. Et une fois que j'ai rentré ce code PIN, c'est ce qui va permettre de sécuriser et d'accéder à la solution sans avoir forcément de compte et mot de passe. Donc là, voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a absolument rien. J'ai un poste vierge et on va lui laisser le temps. Il va petit à petit récupérer les différentes informations et en attendant, on va aller sur la console d'administration. Voilà. Là, on voit que tout à l'heure, je n'avais aucun périphérique. Si je reviens, ici, j'avais 0 périphérique. Je viens de m'enrôler. Le périphérique apparaît dans ma console et va me permettre d'interagir avec ce périphérique. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est qu'il est en train d'installer l'agent, le fameux agent Intelligent Hub dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va permettre de récupérer les différentes règles, mais surtout de me permettre d'accéder aux applications de l'entreprise. Et du coup, je vais pouvoir avoir un certain nombre d'informations vis-à-vis de ce périphérique. Donc, je vais pouvoir avoir une vue générale sur la situation du périphérique. Est-ce que si c'est en rouge, généralement, c'est que ça ne va pas, c'est qu'il ne respecte pas les règles. Là, il est en cours d'intégration, c'est parce qu'il n'a pas encore remonté toutes les informations. Mais typiquement, je vais pouvoir en premier lieu définir des profils. Donc, des profils, ce sont des ensembles de règles qui vont déterminer la manière dont le poste ou le terminal va se comporter. Typiquement, c'est à partir de profils que je vais pousser des certificats qui vont être utilisés par l'utilisateur pour s'authentifier, pour encrypter ses mails. C'est à travers des profils que je vais définir les règles de mise à jour Windows. C'est à partir des profils que je vais déterminer les fonctions de protection, les DLP,
qui vont déterminer si j'ai le droit ou pas de les échanges entre différentes applications, si je peux faire des copier-coller ou pas. Donc, ça va conditionner le comportement du poste Windows et l'interaction que l'utilisateur aura avec. Donc, le deuxième point, c'est important, c'est les applications. Donc là, je vois que j'ai plusieurs applications qui sont définies et associées à ce périphérique. Là, ce sont le rond avec un trait détermine les applications qui ne sont pas associées à ce périphérique, mais qui potentiellement pourraient être mises à disposition si l'utilisateur en faisait la demande. Et la petite coche, elle détermine les applications qui vont être installées automatiquement sur le poste. L'autre élément important, c'est les mises à jour Windows. Là, je vais avoir une visibilité de toutes les applications, toutes les mises à jour qui vont être disponibles et appliquées sur le poste. Ici, j'ai une remontée de toutes les applications, de toutes les mises à jour déjà disponibles. Et ici, je vois les applications en fonction de l'approbation de l'administrateur. Ici, je vois que ça n'a pas été défini parce que c'est automatiquement déployé. Par contre, je vois que cette nouvelle update doit être approuvée avant de pouvoir être installée. Donc, on verra après. Il y a un module spécifique pour la gestion des Windows Update. Donc, et le dernier élément qui est très important, c'est vérifier la conformité du périphérique. Donc, la conformité du périphérique, ça va être, alors il faut que j'aille ici, ça va être de déterminer dans quelles conditions ou dans quelle situation je considère que mon périphérique n'est plus conforme et quelles sont les actions associées à cet état je vais déclencher. Typiquement, je vais prendre par exemple les Windows Update. Je vais dire que si le statut n'est pas, ou si la configuration n'est pas qu'est-ce qu'on va prendre, installé automatiquement, je considère que le périphérique n'est pas en conformité. Je vais rajouter une règle qui va dire que si, par exemple, voilà, mon périphérique n'est pas encrypté, eh bien, je ne respecte plus les règles de conformité. Et l'association des deux règles, donc un et ou un ou, donc là, c'est toutes les règles qui sont vérifiées, là, c'est une seule des deux. Donc là, je vais prendre toutes les règles et je vais dire que si ces règles ne sont pas respectées, qu'est-ce que je fais? La première chose, ça va être une notification de l'utilisateur par adresse mail. Éventuellement, je peux mettre quelqu'un en copie, par exemple son manager, et je vais dire attention, votre périphérique n'est pas en conformité. Si vous ne vous mettez pas à jour, vous risquez de perdre l'accès aux ressources de l'entreprise. À cela, je vais rajouter une escalade. L'escalade, ça va être dire au bout de quelques temps, soit en heures, soit en jours, je vais procéder à une action. Et cette action, ça peut être une notification et, par exemple, gérer un profil. Et le profil, ça peut être de forcer l'installation d'un profil de conformité, donc qui va renforcer, typiquement si le périphérique n'est pas crypté, ça va être de demander l'encryption du périphérique. Voilà, donc là, j'ai une action qui va pousser un profil et ce profil détermine comment je vais crypter le périphérique. Donc là, je fais Next et je vais l'appliquer à l'ensemble de mes périphériques ou à une partie des périphériques que je gère dans ma flotte. Donc là, pour le coup, je vais mettre tous. Et si je fais une vue, je sais quels sont les périphériques qui vont se voir appliquer cette règle. Donc typiquement, je n'ai qu'un poste, c'est un poste Windows, et du coup, mon périphérique que j'ai enrôlé tout à l'heure va pouvoir se voir attribuer cette règle. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que là, ça n'aura pas forcément d'intérêt dans la démonstration, mais j'espère qu'avec cette démonstration, vous avez compris l'intérêt. Donc, ensuite, si on regarde côté application, tout à l'heure, je vous disais, on est capable de mettre à disposition toutes les applications natives en fonction de la plateforme. Donc, ça tombe bien, le terme dans la console, ça c'est les applications natives. On a les applications web.
qui font référence aux applications, aux liens, typiquement un intranet, qu'on va mettre à disposition sur le poste de l'utilisateur ou sur son terminal. Et dans les applications natives, j'ai deux sortes. J'ai les applications dites internes et les applications dites publiques. Quand je choisis public, je fais référence à tous les stores fournis en fonction des plateformes. Donc, Google Play pour Android, Apple Store pour Apple et Microsoft Store pour les plateformes Microsoft. Et les applications natives internes, ce sont les applications que je vais, moi, en tant qu'administrateur, pousser sur les postes utilisateurs. Donc, on va juste, pour vous montrer les formats, hop, je vais prendre une application et pour vous montrer, je suis capable de prendre n'importe quel format d'application supporté par la plateforme, bien évidemment. Dans le cadre de Windows, je vais pouvoir supporter du MSI, du .exe, du fichier zip. Si j'ai besoin d'exécuter des scripts, j'ai une autre fonction qui s'appelle provisioning, qui va me permettre de pousser des scripts avec les fichiers associés et de pouvoir les exécuter à distance. Donc, on est vraiment capable de supporter beaucoup de types de déploiements applicatifs. La particularité, quand je prends un MSI, c'est pour ça que j'ai pris un MSI ici, c'est que je vais automatiquement renseigner les champs d'installation. Et j'entends par là les champs d'installation et les champs de désinstallation. Donc là, ce sont les informations relatives à l'application. Si jamais je veux apporter des MST ou des MSP pour les patchs, je peux les rajouter ici. Et là, vous voyez, automatiquement, il ne me demande pas les paramètres, ils sont automatiquement pris en compte. Pareil pour le déploiement, toutes les options, typiquement le code erreur qui est retourné pour si j'ai un problème ou si j'ai justement j'ai réussi l'installation, elle s'est passée sans souci, le code qui indique qu'il faut redémarrer le poste ou pas. Et là, la commande, c'est rentrer automatiquement parce que le MSI contient toutes les informations détaillées. Donc voilà, je vais pousser cette application et elle va venir s'installer, soit de manière automatique, soit à la demande de l'utilisateur. Et le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est le portail, le catalogue applicatif du point de vue administrateur, qui va permettre, en plus des applications natives, en plus des applications web, me permettre d'intégrer toutes les applications de type SaaS disponibles sur le marché et qui vont être proposées à l'utilisateur de manière automatique à la demande et surtout qui va permettre l'intégration simple sans avoir à s'authentifier au préalable pour y accéder. Et puisque c'est du SAML et qu'il y a un lien de confiance qui est établi entre la solution Workspace ONE et l'application, on va sécuriser cette communication et jouer l'authentification en lieu et place de l'utilisateur. Donc là, je vais me retrouver avec une liste d'applications. Si je tape par exemple Office, je vais pouvoir configurer la mise à disposition de la suite Office pour mes utilisateurs. Je vais bien évidemment renseigner les champs nécessaires à l'établissement de cette relation de confiance, le fameux SAML. Côté VMware, on renseigne des informations Microsoft et il faudra faire pareil, de la même chose, côté Microsoft, indiquer que VMware est la tierce partie de confiance qui va permettre l'authentification des utilisateurs. Et donc, si je reviens… excuse-moi de te couper. Vas-y. Concrètement, donc du coup, si je suis client chez Salesforce ou n'importe quel autre CRM, je peux faire ajouter toutes les applications dont tu as parlé. Et le client, enfin l'utilisateur va aller se connecter sur le hub. C'est ce que tu nous as montré tout à l'heure, hein, je crois. Oui, c'est ça. Sur le Intelligent Hub, et là-dessus, il a accès à toutes ces applications, les télécharge sur son téléphone, par exemple, sur son PC, et a ensuite Exactement. accès. Exactement. Et là, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Vous voyez, enfin déjà, c'est pas… ça, c'est visuel, donc on voit bien qu'il y a eu un changement. Là, on me dit bien que l'application Zoom qui a été poussée automatiquement a été installée. J'ai mon fond d'écran qui a été changé. Et là, maintenant, je vais accéder à mon portail applicatif.
Donc ça, c'est le même, il faut bien comprendre, ce sera un portail universel qui sera valable quelle que soit la plateforme à partir de laquelle je me connecte. Et dessus, je vais retrouver plusieurs types d'applications. En l'occurrence, là, j'ai des applications web. Donc, c'est celle que je vous ai montré dans le portail. Donc, typiquement, là, c'est mon accès à mon portail self-service AirWatch. J'ai une application de démonstration SAML. Donc, typiquement, si je clique dessus, à partir du moment où je me suis authentifié sur le portail, je n'ai plus besoin, par défaut, d'authentifier à nouveau l'utilisateur. Et c'est Workspace ONE qui va se charger de l'authentification vis-à-vis de l'application tierce. Là, vous voyez, automatiquement, il m'a reconnu et il ne m'a pas demandé ni mon compte ni mon mot de passe. Voilà, donc là, j'ai une authentification. Et ce qui est valable pour cette fonctionnalité de démonstration, c'est valable pour Salesforce, c'est valable pour Workday, c'est valable pour toutes les applications SaaS connues sur le marché à partir du moment où elles discutent le langage SaaS, le langage, pardon, SAML. Du coup, ces applications, elles sont à la fois possibles de télécharger, mais on peut aussi les lancer directement en mode SaaS, directement depuis le portail. Exactement. Un Salesforce, on a l'application native, on va l'installer sur le téléphone, mais on a aussi l'application web pour les postes Windows. Et en fonction de l'endroit où je suis et de la condition dans laquelle je suis, je vais pouvoir soit les installer, et une fois qu'elles sont installées, j'y accède classiquement à travers mon bureau, ou si c'est une application web, je vais y accéder à travers le portail. Donc là, typiquement, tout à l'heure, je disais, ça a été poussé automatiquement. Par contre, la suite Office, elle n'a pas été poussée automatiquement par l'administrateur. Là, moi, en tant qu'utilisateur, je suis en capacité de demander l'installation d'Office. Et ce qui va se passer, c'est que Office va s'installer sur mon périphérique. Donc, j'ai ce qui est poussé par l'administrateur, et là, je vois que l'installation est en cours. Et il y a ce que moi, je suis en capacité de sélectionner à travers ce catalogue. Donc, c'est vraiment du catalogue à la demande. Et je constitue après mes différents bookmarks. Donc là, je vais mettre ça et ça. Et à chaque fois que je vais me connecter, je vais retrouver mes applications favorites ici. Et en termes de sécurité, sachant que par exemple, je suis nouvel utilisateur, je constate par exemple que sur ce catalogue, il manque une application, on va prendre Salesforce par exemple. Si je la trouve pas, donc j'y ai pas accès, mais si je vais sur le net ou sur mon device et que je la télécharge, en termes de sécurité, il n'aura pas non plus accès puisqu'il ne sera pas passé par ce portail-là. Et exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple d'Office, c'est que à partir du moment où on a fédéré l'application, c'est-à-dire que l'application n'accepte plus de connexion en entrée, mais fait confiance à un IDP, donc un Identity Provider, c'est l'Identity Provider qui va recevoir toutes les connexions. Et du coup, l'utilisateur, il va accéder à Salesforce, mais Salesforce va automatiquement lui demander de s'authentifier à travers Workspace ONE. D'accord. Donc lui, il est vraiment là, c'est vraiment une passerelle, une passerelle de sécurité pour l'authentification et l'accès aux applications. Et en fonction, je disais tout à l'heure, là, j'ai ouvert, j'ai pas besoin d'un compte et d'un mot de passe. Ça, c'est toujours vrai. Par contre, si je considère, moi, en tant que IT, que cet accès est considéré comme potentiellement dangereux, surtout si je permets les fonctionnalités, ce qu'on appelle BYO, l'utilisateur, il est sur un poste, il n'est pas dans l'entreprise, donc je détecte qu'il n'est pas sur le réseau de l'entreprise. Habituellement, il n'a pas besoin de rentrer un compte et un mot de passe. Par contre, quand il est à l'extérieur, je vais peut-être lui demander une méthode d'authentification complémentaire, typiquement un RSA Secure ID, pour m'assurer que c'est bien lui qui ne s'est pas fait voler son périphérique et qui contrôle quand même ce qu'il fait. Et moi, je vais pouvoir aussi contrôler son accès. Donc, je vais pouvoir renforcer plus ou moins les règles d'accès en fonction de la contextualisation de l'accès utilisateur. Excusez-moi, j'ai un peu dépassé, mais là, j'en ai terminé. Hein, on a vu les différents pans. Donc là, bien évidemment, c'est pour visualiser les changements opérés. Là, l'application Zoom a été installée. Si je regarde ici dans les paramètres, où est-ce que c'est? Voilà, Windows Update. Je n'ai pas, par exemple, là, je vois que je n'ai pas eu encore les profils qui ont été appliqués. Donc, il va falloir attendre un nouveau cycle de rafraîchissement, mais clairement, je vais pouvoir voir ici au niveau de mon périphérique. Tout à l'heure, tout était en rouge. Normalement, il y a une certaine liste de paramètres qui se sont appliqués. Et je vois qu'il y a encore certains paramètres qui n'ont pas été complètement appliqués. Et dans les applications, tout à l'heure, c'était plutôt grisé.
Et là, je vois que déjà, il a refait l'inventaire des applications qui sont nativement installées. Il me les a remontées parce que, en tant qu'administrateur, j'ai autorisé la remontée de ces informations. Je peux ne pas le faire. Et Zoom, qui était grisé tout à l'heure, est vert. Et là, Office, je vois que c'est en cours d'installation. D'accord. Voilà, je vais pouvoir contrôler avec une granularité certaine l'ensemble de mes périphériques, les applications et l'accès utilisateur associé. Très bien, Des merci questions? pour cette démo. Oui. Oui, je pense qu'il y a des questions. On va prendre une question là. La solution proposée est-elle identique à celle de Cisco Meraki MDM? C'est une Bonne question. solution concurrente de Meraki. Après, je ne sais pas, je ne pense pas qu'elles soient en mesure de proposer toutes les fonctionnalités qu'on a démontrées. Donc effectivement, sur les fonctions, ce qu'on appelle MDM, donc Mobile Device Management, on va avoir le même niveau fonctionnel. Maintenant, si on parle de la contextualisation, donc la gestion de l'identité de l'utilisateur vis-à-vis de la conformité du périphérique et faire du conditional access sur certaines applications, de vérifier que le périphérique est bien compliant pour autoriser l'accès à cette application, pousser des règles de sécurité aussi bien sur les postes Windows et que sur toutes les autres plateformes possibles. Là sont nos différenciateurs par rapport à du Meraki. D'accord. On n'a pas beaucoup parlé de Windows, on n'a peut-être pas parlé de Linux, et donc Linux est bien concerné, j'imagine, dans cette suite Workspace ONE. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de. Alors, à ma connaissance, aucun acteur sur le marché, y compris nous, ne gérons les postes Linux. Comme je disais, on a. Attendez, on va regarder là directement. Ce que je vous disais, c'est on gère les périphériques iOS, Android, voilà, Android, iOS, macOS, les périphériques embarqués, là, donc les OS TV, les Chrome, les Windows et les fonctions BlackBerry qui ne sont pas affichées ici parce que là, c'est juste les profils, mais on est capable de gérer tous ces périphériques. Linux n'en fait pas partie et de ce qu'on a pu regarder, c'est pas dans la roadmap. D'accord. C'est pas forcément un choix qui était déterminé par VMware, c'est plutôt une tendance qu'on observe sur le marché. Et du coup, est-ce que on investit sur ce secteur de marché, sur ce segment de marché ou pas La tendance veut que on a tendance à dire non. D'accord. Notre question, bon, comment fait-on pour se fournir les appareils comme des iPhones ou iPads et qu'ils soient reconnus comme faisant partie de notre organisation? Alors, faut préciser la question. Ouais, je Valentin, pense. c'est ça. Est-ce qu'on parle de périphériques achetés par l'entreprise et mis à disposition des utilisateurs ou est-ce qu'on autorise les utilisateurs à venir avec leurs iPhones et leurs iPads? Je vais répondre aux deux, comme ça sera Ouais, peut-être plus simple. ouais, acheté par Acheté par l'entreprise. l'entreprise. Donc, c'est la fonction dont je parlais tout à l'heure. La démonstration que j'ai fait avec Windows, c'est l'intégration autopilote avec la déclaration dans Azure des périphériques avec le numéro de série et automatiquement, ils sont reconnus et on force l'enregistrement auprès de notre console. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Et je vous disais, c'est l'équivalent du DEP. Donc, Device Enrollment Programme de chez Apple. Lorsque vous achetez des périphériques et ces périphériques font partie du DEP, automatiquement, Apple, avant de vous les envoyer, va les enregistrer auprès de notre console. Et lorsque l'utilisateur va démarrer, connexion Internet, premier pas. Deuxième pas, vérification de l'intégration à une solution MM ou pas. Et si le numéro de série coïncide avec un des numéros de série qui est dans notre console ici, eh bien, vous allez pouvoir voilà, forcer l'enrôlement de l'utilisateur. Donc là, c'est ici, on le verra ici, on le verrait ici s'il y avait des périphériques préenregistrés par Apple. La liste apparaîtrait ici. Et à chaque fois qu'un utilisateur s'enregistre auprès d'un périphérique enregistré, il viendrait se présenter ici dans la liste des périphériques enrôlés. Et là, du coup, je verrai mon iOS enrôlé associé à l'utilisateur. Est-ce que ça répond? D'accord. Donc, Ça on parle va.
Pardon, ce que je complète juste, on parle de DEP Vas-y, pour Apple, on parle de Zero Touch pour Android et on parle de Autopilot pour Windows. Enfin, iOS et macOS, hein, quand je parle de DEP. d'accord. Une autre question, est-il possible d'empêcher l'installation d'applications Android? Oui, on va être en capacité de définir des blacklists et des whitelists. Donc là, ça définit ce que va pouvoir faire l'utilisateur vis-à-vis du périphérique. Alors, si c'est un périphérique d'entreprise complètement managé, de toute façon, le store public ne sera pas forcément visible, en tout cas sur les périphériques Android. On ne verra que les applications validées par l'entreprise. Si par contre on est dans le cas d'un périphérique Apple ou d'un périphérique hybride, c'est-à-dire données d'entreprise et données personnelles, l'utilisateur va être en droit d'aller sur le store public et de charger n'importe quelle application. Pour autant, on peut se donner le droit en tant qu'administrateur de gérer les applications disponibles ou pas parce qu'on considère qu'elles représentent un danger pour l'accès à des applications parce que certaines fonctions API de cette application déclenchent des vulnérabilités au niveau de l'OS et du coup, on peut s'en servir pour accéder à tout le contenu. Et dans ce cas-là, on va juste faire une blacklist des applications et définir que, par exemple, je sais pas moi, Candy Crush ou Instagram ne peut pas être installé sur le périphérique. Très bien. Peut-on mettre des règles de recherche sur Safari ou cette solution est valable essentiellement sur les applis? Mmh. Bonne question. Ah oui, très bonne question. Alors, on va regarder, hop, heu, Donc est-ce qu'on a cette granularité de pouvoir accéder, vous voyez mon écran, hein? Je vais ouais, regarder, toujours, oui, très bien. Safari, on va regarder est-ce que j'ai, où est-ce qu'ils sont? Faut que je retrouve, excusez-moi, network non, excusez-moi, alors je vais noter cette question, je l'ai plus en tête, mais normalement, on est capable de contrôler, les différents sites et d'appliquer des règles de restriction. Ça, ce point, je le note tu te chargeras, Reda, de le transmettre Ouais, pas de aux souci. différents participants. Ça sera, pas de problème. Je pense, grosso modo, hein, Ensuite, on le fait nativement dans Safari, soit on demande à l'utilisateur d'utiliser un navigateur que nous contrôlons, donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans les outils de productivité, et c'est Browser qui va être utilisé et permettre ça. Je reviens vers vous avec cette réponse. très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors moi j'en ai peut-être quelques-unes. Déjà je voulais que tu clarifies cette notion de Workspace ONE et de AirWatch parce que souvent on confond un peu les deux. C'est vrai qu'on parlait beaucoup d'AirWatch, après on a, pas- on a intégré la notion de Workspace ONE. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement, clarifier cette différence? Alors, Ou si on a, si je si on a faisais une. mon anarchiste de base chez VMware, je dirais que je suis complètement en phase. C'est un petit peu déroutant et surtout, c'est que là, on regarde, hein, si vous voyez ma souris bouger, dans ma console d'administration, j'ai Workspace ONE UEM et si je regarde dans l'URL, j'ai toujours AirWatch qui est présent. Tout simplement D'accord, parce que Workspace ONE UEM, c'est le nouveau nom qui intègre les nouvelles fonctionnalités et la version donc évoluée d'AirWatch. On a fait l'acquisition d'AirWatch en 2013-14 de mémoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une transition en douceur et plutôt que de euh, faire peau neuve, on a laissé vivre AirWatch de son côté le temps de faciliter cette transition et le temps aux utilisateurs existants, aux clients existants AirWatch de se familiariser avec les process VMware, le temps aux équipes VMware de monter en compétence sur les solutions AirWatch. Aujourd'hui, 5 ans après, on a fait ce pas où aujourd'hui on parle non plus de AirWatch mais de Workspace ONE UEM. Et cette transition va continuer encore un certain temps, parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain, on en est bien conscient. Mais c'est bien la même solution avec son nouveau nom. très bien. On a donc cette interface là que tu nous as montré, qui est plutôt une interface admin. Est-ce que on peut la donner accès, j'imagine qu'on peut donner cet accès au client,
Est-ce qu'il y a une granularité aussi en termes de gestion de cette interface? Au client, À nos tu veux clients dire, aujourd'hui. oui, pour se familiariser? Oui. Ouais, et bien sûr, Ça, c'est on une a, interface qui est pure admin provider Rotem Telecom, ou oui. est-ce qu'on peut aussi déléguer ce type de gestion d'interface à nos clients? Alors, ici, vous voyez, moi, en tant que Julien Cohen, je suis administrateur de la solution au niveau le plus haut. Donc, je n'ai pas présenté, mais c'est vrai, c'est vrai. On a donc des organization groups qui permettent l'arborescence et de définir justement la granularité et la délégation d'administration. Donc là, moi, j'ai le droit total sur toute la console. Maintenant, je peux tout à fait, à partir de la délégation d'administration, définir un compte administrateur. Donc, je rajoute un administrateur, hop, et je vais définir, donc voilà, je fais le compte, est-ce qu'il va, voilà, je vais définir sur quel OG il a le droit d'intervenir et quel rôle il va avoir sur cet OG. Donc, je peux faire du read only comme je peux mettre du droit total. Après, ça, c'est une console spécifique, comme tu disais, pour vous et nous. Maintenant, je vais revenir là où je voulais aller. On a aussi ce qu'on appelle Test Drive. Test Drive, c'est un environnement de découverte et de démonstration à disposition des clients. Et moi, j'ai un ensemble de produits à disposition, mais lorsqu'on se connecte pour la première fois, avec mon aide, bien évidemment, je vais vous donner un accès qui va vous permettre de retrouver cette console avec un environnement qui est déjà prédéfini, ou alors si vous voulez personnaliser, avec un environnement qui va être vierge et à vous de construire from scratch, un petit peu comme on l'a fait là. Donc ça, si vous avez besoin, on vous fournit des comptes test drive et on vous permet de naviguer à travers cette console, d'enrôler vos propres périphériques dans la console pour regarder côté utilisateur ce que ça peut donner. Ok, ça c'est pas mal. Et du coup, une fois qu'on a fait ces tests sur cette interface, on peut donner la possibilité de migrer déjà ce qui a été préparé sur l'interface de prod ou pas? Ça Euh, éviterait en fait, si tu veux, d'avoir à tout refaire. ça c'est pas, ça n'a pas la vocation c'est pas du pilote. On est vraiment là dans un cadre de D'accord. démonstration. Après, si on veut engager et se projeter dans une mise en production, on a des tenantes, comment on appelle ça, des tenantes UAT, donc de test, et des tenantes de prod. Donc, dans les tenantes de prod, on a des tenantes, ce qu'on dit partagées, donc des tenants cloud partagés où plusieurs sociétés accèdent à la même console mais ne voient que leur environnement à eux, où on a des environnements cloud qui sont dédiés. Et là, seule l'entreprise qui a souscrit accède à cette infrastructure. Elle est vraiment dédiée. Et après, on a aussi le choix, on l'a pas démontré, mais on a aussi le choix de déployer la solution on-premise. Mais bon, ça, pour la gestion de flotte de périphériques et de gestion des identités, ça n'a pas forcément de sens de pouvoir pousser ça en interne. On va généralement le laisser pour des cas très particuliers. Mais aujourd'hui, oui, Ok. ce qui fait sens, c'est les applications SaaS. Allez, on va finir avec deux, trois questions encore qui viennent d'arriver. Alors, t'as pas précisé à quoi servait Boxer. Alors, Boxer, c'est notre outil de messagerie avancé qui va permettre de définir les accès aux mails. C'est un client de messagerie avec des fonctions avancées comme la récupération des pièces jointes, la définition de l'encryption, les interactions qu'on peut avoir, puisque c'est nous qui la mettons à disposition. On va contrôler sa capacité à interagir avec le reste, interagir avec le périphérique, typiquement bloquer l'accès au contenu au contact ou avec d'autres applications. Et là, typiquement, c'est j'autorise le copier-coller d'URL potentiellement dans une pièce jointe, enfin dans un mail, pardon, vis-à-vis, je l'autorise vers browser, donc notre outil de navigation Internet. Par contre, je l'interdis avec les navigateurs natifs comme Internet Explorer, Safari ou Chrome. Ok, rien. Euh, alors, juste une autre question, c'était lié à la déconnexion numérique d'applications Android. Est-ce que ça peut gérer la déconnexion numérique d'applications Android? Là, je ne comprends J'ai pas la pas question. plus de précision. Ouais, Est-ce que vous pouvez on va préciser demander un la peu plus. déconnexion numérique Qu'est-ce- d'application? On va voir si on a plus de précision. En attendant, juste pour finaliser un petit peu cette présentation,
Il y a pas mal d'add-ons, il y a pas mal d'add-ons autour de Workspace ONE. Là, j'imagine que là, ce que tu nous as montré, c'est Workspace ONE, c'est l'interface d'accès une fois qu'on a souscrit chez Bretagne Télécom. Après, les différents add-ons, est-ce que par exemple Boxer fait partie d'un add-on ou est-ce qu'il est compris dans cet outil global? Alors, on a, bah, c'est pas trop mon rôle de parler de ça, mais on a 1, 2, 3 et demi. On a 3 niveaux de licence. D'accord, Les outils de productivité sont disponibles dans la version Advanced. Donc, on a la version standard qui permet l'administration classique des postes. On a la version Advanced qui permet de fournir ces fameux outils de productivité et qui permet une granularité plus fine sur la gestion des postes Windows. Donc, certaines fonctionnalités que j'ai présentées sont disponibles dans la version standard, d'autres ne seront disponibles que dans la d'accord, version Advanced. Et après, on a une version Enterprise qui va intégrer ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'est la publication des applications natives Windows à partir de la suite Horizon. Donc, proposer des applications Windows sur n'importe quel périphérique via de la publication et des ports d'affichage. d'accord. Donc un peu plus donc différents types de licences en fonction de ce Oui. qu'on veut Et la faire version Enterprise pour inclut différents aussi usages. la fonction Intelligence que j'ai présentée tout à l'heure dans les slides. Oui. Cette capacité à avoir une vision plus large du périmètre et de déclencher des tâches automatisées. Donc là, tu es sur une version intelligence là-dessus, Alors de ce que tu viens de là, nous non, montrer. je n'ai pas présenté dans la démo ici, là, je n'ai pas présenté la version Intelligence. Si jamais vous êtes intéressé, euh, dites-le nous, on va organiser un webinaire particulier dédié à ça. Ou en complément d'autres informations un peu plus poussées. Là, c'était vraiment une vue globale de la solution. Ok. On va finir. Alors, il y a une un peu plus de précision sur la gestion, la question autour de la déconnexion numérique. Donc, pour préciser, c'est appli en mode déconnecté hors couverture réseau et gérer la déconnexion numérique des utilisateurs, entre parenthèses, couper les mails après une certaine heure, interdire l'ouverture de sessions, etc., etc. Est-ce que D'accord, je comprends mieux. Alors, appli en mode déconnecté hors couverture réseau. Ce qu'on fait, enfin, faut bien comprendre, hein, pour les applications natives, on, on est juste là pour pousser l'application sur le périphérique et définir les interactions qu'elle peut avoir avec les autres applications et le terminal en lui-même. Euh, donc, au-delà de ça, si l'application, elle, supporte le mode déconnecté, on ne va pas s'immiscer dans le comportement natif de l'application. Si par contre l'application, elle a besoin d'une interaction avec un back-end, donc une connectivité réseau, là, pareil, on ne pourra pas mettre en cache le contenu sur le poste pour qu'il puisse faire du mode offline. Donc, si on prend une application autonome, bah oui, elle va continuer à fonctionner. Si par contre c'est une application qui a besoin d'accès à réseau, on ne pourra rien faire là-dessus. On ne fera rien. D'accord, mais à partir du moment où elle a un accès Oui, oui. réseau, après on est capable derrière de couper les mails, de couper Oui, après, on est capable de contrôler effectivement avec des plages horaires, avec différents paramètres, le comportement de certaines applications, donc notamment au travers le portail Workstation VIDM, de définir la plage horaire à partir de laquelle l'utilisateur peut se connecter. Par contre, si ce sont des applications natives, je vais prendre le point parce que je ne saurais pas vous répondre et je risque de vous dire une bêtise. Donc sur les ok, applications SaaS, c'est certain, on a le contrôle de qui, quoi, quand, où, comment se connecte. Sur les applications natives, je dirais que ça se fait à travers des profils de restriction, de dire que l'utilisateur peut se connecter, peut lancer l'application, mais que de telle heure à telle heure. Ça, il faut que je confirme ce point-là.